Bon, alors, je crois que nous pouvons maintenant commencer. Bonjour tout le monde, je recommence. Un grand bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons terminer avec cette unité et donc tout ce que vous avez à apprendre sur les méthodes, et procédés et techniques de traduction. D'accord? Alors, avant de commencer, veuillez me rappeler, s'il vous plaît, vos langues maternelles. Parce que je vous avais donné un petit exercice hier à faire pour aujourd'hui. Oui, Quelles sont vos langues maternelles pour tous ceux qui sont là aujourd'hui? Oui, allez-y. madame, pour moi, Karishma, c'est Malayalam. Ok. Ensuite, Gujarati est là. D'accord. Ensuite, quels sont les autres? Hindi. Puis, Punjabi, j'adoute. D'accord. Ensuite, ok. Après, on n'a pas beaucoup aujourd'hui. C'est tout? C'est tout? On n'en a pas plus. Hein. Le hindi, oui, j'ai noté. Ah, Marhi, c'est ça, Alwind? Ah, Marathi, d'accord. Ok, très bien. Oui. Encore, est-ce qu'il y a du tamoul konkani? Oui, j'ai noté. Merci, Alwind. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je crois que toute la liste tout entière est là, mais je vais quand même répéter s'il y a quelque chose. S'il y a une langue que je n'ai pas encore notée, veuillez me le dire, s'il vous plaît. Donc, je répète. Malayalam, Gujarati, Hindi, Punjabi, Marathi et Konkani. C'est tout? Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Je crois que, bon, lorsque les autres viendront, on va voir s'ils peuvent ajouter encore des langues ou non. Alors, je vous avais demandé de faire un petit exercice hier. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Ça m'intéresse de le savoir, c'est tout. Oui, Karishma. Madame, je peux commencer? Bien sûr. Je ne sais pas combien d'entre vous l'ont fait. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, attendez, Karishma, levez la main, s'il vous plaît, si vous l'avez fait, cet exercice-là. Désolé, madame, je n'ai pas assisté au cours Oh, ça hier. fait rien. J'avais un autre examen. Ça fait Alors, rien, je ne Arvind. sais pas. Écoutez, nous allons faire ce petit exercice avec Karishma. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait. Je suis très, très heureuse de savoir que Karishma l'a fait. Nous allons donc avoir une certaine idée de ce que je voudrais encore faire et peut-être par la suite, on pourra avoir une discussion générale. Donc, à part Karishma, il n'y a personne d'autre qui n'a fait cet exercice-là. Est-ce que là, j'ai raison? Si vous l'avez fait, levez la main, je vous en prie. OK. D'accord. Alors, Karishma, bon, avant que vous ne commenciez, pour ceux qui n'étaient pas là hier, comme Arvind, Arvind, bon, vous pourrez déjà voir la vidéo qu'on aurait sûrement enregistrée hier. Vous saurez donc que je vais demander qu'on avait terminé avec les procédés de traduction et qu'on allait maintenant commencer avec l'unité qui s'appelle la stylistique comparée. Ça, c'est pas seulement pour Advent, pour tous ceux qui n'étaient pas hier. Là, hier, je crois que Diksha non plus, vous n'étiez pas là hier, non? Je crois, je suis pas trop sûre. En tout cas, l'exercice que je vous demandais de faire, c'était de faire une sorte d'étude comparative entre les langues que vous connaissiez. Je ne dis même pas votre langue maternelle. Les langues que vous connaissiez, et j'avais mentionné quelques aspects importants, par exemple le genre, le nombre, le verbe, les temps, les adjectifs, prépositions, propositions, adverbes, conjonctions, etc. Je voulais savoir si il y avait quelqu'un d'entre vous qui a fait cet exercice. Je suis très, très heureuse que Karishma l'a fait. Alors, Karishma, vous allez nous expliquer ce que vous avez découvert.
Parce que là, hier, je crois, on avait vraiment, on est arrivé à la conclusion suivante que les langues, bien que semblables, entre guillemets, ne sont pas identiques. Et Oui. donc, il existe des différences très, très distinctes entre toutes les langues. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez découvert, Karishma? Veuillez nous les expliquer, s'il vous plaît, ces différences, parce que nous, on ne connaît pas le malayalam. D'accord. D'accord? Et expliquez-nous les différences que vous avez découvertes entre le malayalam et quelle autre langue? Juste le français. Malayalam et français. Le français. D'accord. Madame, si on regarde les deux parties, ça veut dire les adjectifs. Mhm. D'abord, on peut voir les règles des adjectifs. En français, il y a deux types d'adjectifs. On peut mettre les adjectifs avant le nom ou après le nom. En Après le effet. nom, oui. Mais en malayalam, c'est différent. En malayalam, on ne change pas les adjectifs selon le nom et on met les adjectifs avant le nom. Mhm. Par exemple, en français, si la phrase est j'achète une vache blanche, en malayalam, c'est ഞാൻ ഒരു വെളുത്ത പശുവിനെ വാങ്ങി. Le mot veluta, c'est la couleur blanche et c'est avant le nom pashu. Pashu est vache, une vache. Donc, on met l'adjectif avant. Mhm. Et si on regarde les règles des verbes, en français, il y a beaucoup de temps. Il y a le présent, passé composé et sous le temps passé, il y a le passé récent plus que parfait. Il y a beaucoup de temps. Mais au Malayalam, il y a seulement trois, le présent, le passé, le présent et le futur. Par exemple, si je dis la phrase en français, j'ai déjeuné, c'est au passé. Au Malayalam, c'est juste nyan unu കഴിച്ചു. En français, si je déjeune au présent, au Malayalam, nyan unu കഴിക്കുന്നു. C'est le présent. Et en français, si je déjeunerai, en Malayalam, c'est nyan unu കഴിക്കും. Il y a seulement trois au Malayalam. Puis, il y a les ponctuations. Il y a trois qui sont les mêmes comme en français. Il y a le virgule, le point et le point d'exclamation. Ce sont les trois mêmes ponctuations, mais il y a beaucoup d'autres au Malayalam qui sont différents comme le français. Et les guillemets aussi, c'est différent. Le symbole, c'est différent. Pour les noms, en français, c'est seulement, par exemple, le genre, c'est seulement le masculin et le féminin, mais au Malayalam, je pense qu'il y a trois, le masculin, féminin et le neutre aussi. Par exemple, si on prend l'exemple d'un enfant, en français, nous avons enfant, le mot enfant, mais au Malayalam, c'est anguti et penguti. Il y a deux mots masculin, féminin, et il y a le mot kutti aussi. Kutti, ça veut dire un enfant. Donc, il y a trois mots pour enfant. Et il y a des mots au Malayalam masculin et féminin comme Bharya, Bhartav. Bharya, c'est une femme, Bhartav, c'est un mari. Et il y a les mots comme Magan, Magal, le fils et la fille. Donc, il y a quelques mots qui sont neutres, mais la plupart, c'est masculin et féminin au Malayalam. Madame, ce sont les points que j'ai notés. Ce sont des points très, très intéressants. Est-ce que quelqu'un voudrait... est-ce que quelqu'un a des questions là-dessus avant que moi, je pose une ou deux questions? Parce que moi, je voudrais bien comprendre un petit peu plus. Hein. D'accord? Oui, Arvind. Vous avez des questions là? Non, madame. Je voulais parler sur Marathi et On va venir. Oui, oui, ça c'est sûr, on va venir. Hein, pour le moment, là. Alors, Anish, oui, des questions. Madame, comme Karishma, elle a dit que au Malayalam, le mot pour femme, c'est Bharya. Au sanskrit aussi, je pense que c'est le même mot, Bharya. Je voudrais juste dire ça. Intéressant. Oui, merci, Anish. Ok, nous sommes maintenant un petit peu plus de gens ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui
a fait ce petit exercice que je vous ai demandé de faire hier, veuillez s'il vous plaît lever la main, sinon je continue. J'ai pensé Oui, Arvind, sur deux allez-y. points. Oui, allez-y. Comme Karishma a dit, en français, il y a seulement 2 genres, mais en marathi et au konkani, comme en anglais, il y a 3 genres, le masculin, le féminin et le neutre. Mhm. Les pronoms en français sont seulement il et elle, masculin et féminin. Mais en marathi, il y a to for il, ti for elle et te for the neuter, it. En konkani aussi, il y a les 3 genres comme ça. Et une autre chose, c'est que le français, comme les autres langues européennes, ils suivent l'ordre sujet, verbe et objet. Par exemple, il donne le livre à l'enfant. Mais Marathi et Konkani, comme beaucoup d'autres langues indiennes, ils suivent l'ordre sujet, objet, verbe. Par exemple, mi pustak mulyala dile. I gave the book to the boy. Similarly, in Konkani, en Konkani also, il y a le même ordre, sujet, objet et verbe. Ce sont les 2 points que j'ai... désolé, Mana. Ce sont les 2 points auxquels j'ai pensé. Veuillez s'il vous plaît noter ce que je vous ai mis dans le chat box. Alvin, ce que vous venez de nous dire, très très intéressant. Je voudrais revenir là-dessus dans un petit moment. Mais veuillez s'il vous plaît noter que gendre en français, ça veut dire brother-in-law. Et genre, ça veut dire gender. Donc, si vous continuez à me Merci, dire madame. gendre, faites attention, parce que avec moi, Excusez-moi, d'accord? madame. Oui, c'est qui ça? Est-ce que Oui, gendre veut dire son-in-law? non. Ah si, si. C'est moi qui a fait une faute là. Oui, gendre, c'est bien son-in-law. Oui, vous avez raison. Parce que moi, j'étais en train d'écouter tout le monde. Donc, merci énormément. Je corrige. Gendre égale beau-fils. Brother-in-law, c'est beau-frère. Non, vous avez raison. Merci énormément. C'est donc beau-fils. On ne peut pas dire beau-fils pour gendre. Vous pouvez le dire, mais d'habitude, on le dira gendre. D'accord. Et quel est le mot pour belle-fille? Daughter-in-law. Oui, mais il y a un autre mot en français. Est-ce que vous le connaissez? J'arrive pas. Là. Brou. Ah, j'ai entendu ce mot. Mais Donc, j'ai si oublié. jamais... Non, ça fait rien, parce qu'on ne connaissait pas tellement. On dit bien sûr belle-fille, mais on dira plutôt gendre au lieu de beau-fils. OK? Notez ces mots, c'est tout. Et merci énormément de m'avoir corrigé là. Je vous avoue, je me sens pas très bien parce que hier, j'étais complètement mouillée par la pluie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a compris? Je reviens maintenant à Karishma. Une question, moi. OK? Oui, Karishma, c'est que si j'ai bien compris, on ne change pas le genre des adjectifs. Non. Hein, ça ne s'accorde pas. Non. Ni en nombre, ni en genre. Non, madame. Ah, très intéressant. Moi, je voudrais bien apprendre le malayalam. C'est très facile. Il n'y a que 3 temps. Hein? Oui. Oui. Et Oui. il n'y a aucun accord. Bon, moi, j'aime beaucoup. Énormément. En Marathi, Arvind. Marathi Konkani. Quelle est la règle pour les adjectifs? Est-ce que ça s'accorde en nombre et genre avec le nom, comme en français? Oui, madame. Les Est-ce que adjectifs ça vient accordent. avant, après? Enfin, expliquez-nous un petit peu. Parce que Non, vous connaissez les 2 langues, moi pas.
Les adjectifs fonctionnent comme en anglais. Ils viennent avant les noms, mais en ce qui concerne l'accord, ils fonctionnent comme en français. L'adjectif accorde avec les noms. Par exemple, motta mulga, that is big boy, and motti mulki, big girl. So alors, En français, s'il vous plaît. oui, les adjectifs accordent en français, mais ils viennent avant le nom. Bien sûr, il y a des adjectifs en français aussi qui viennent avant le nom, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, ce que vous me dites, c'est que les adjectifs en marathi s'accordent avec le nom. Oui. Oui. Ok. Bon, Niranjan, vous êtes là pour le bengali. Madame, bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous expliquer un petit peu à propos de votre langue maternelle, s'il vous plaît? Oui. Oui. Madame, en bengali, on n'utilise pas l'auxiliaire être et avoir. C'est très important. Et beaucoup de gens d'autres langues font des fautes. En bengali, on dit mon my house, আমার বাড়ি। En Hindi, one would say ये मेरा घर है। En bengali, on n'utilise pas l'auxiliaire avoir. Comme ça, en bengali, on dit এটা আমার বই, this is my book. Or in Hindi, one would say on the ये मेरा किताब है. So en anglais, on dit this is my book, usons l'être. En Hindi, on use avoir comme auxiliaire, mais en bengali, pas d'auxiliaire. So, ça, c'est une grande différence. Oui. Et pour les nombres et les genres, il n'y a pas des accords avec le nom et les adjectifs pour les nombres et les genres. So, pas des accords, donc c'est très simple en bengali. Oui, c'est plus simple peut-être que le hindi qui est un petit peu plus difficile. Bon, là, il y a des gens qui ont dit que hindi était leur langue maternelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les règles en ce qui concerne les adjectifs, parce qu'on en parle des adjectifs. Et la différence, maintenant, vous avez entendu pour le malayalam, le marathi et le bengali. Quelles sont, selon vous, les différences? Est-ce que cette règle des adjectifs la même pour les langues indiennes? Hindi. Oui, madame, pour Hindi, on accorde les adjectifs. Chota, choti, bada, badi, bade. Les adjectifs arrivent avant le nom. C'est comme Marathi, comme Bengali. Donc, quelle est la différence? Maintenant, vous avez entendu à propos du malayalam, du bengali, du marathi, konkani, 4 langues. Et le hindi, c'est le 5e. Je parle que pour les adjectifs. Est-ce qu'il y a une différence maintenant? Est-ce que vous voyez une différence entre la manière dont ça marche? Est-ce que je peux... Oui, Niranjan. Madame, en bengali, il n'y a pas de genre avec les mots. Comme les mots n'avaient pas les genres. Mais en hindi, il y a des genres. En français, il y a des genres. En bengali, il n'y a pas de genre pour les mots. Oui, vous avez raison. Donc ça, c'est une différence très, très grande. Le Gujarati. Riddhi? Oui. Gujarati aussi, il y a le genre. Pas le genre. Le genre. Pas de D. Faites attention. Hein? Genre, c'est ce que je dis. Ok, parce que moi, j'ai entendu gendre. Non, genre. D'accord. Il y a le genre. Mais où se place? Quelle est la règle avec l'adjectif? Est-ce que ça s'accorde pas? Ça se vient après, avant? Est-ce que ça change de place? Enfin, ça marche comment? Il ne change pas de place, c'est comme Hindi. Ça vient avant ou après? Avant.
Avant, toujours Et- avant. et toujours Ok. avant. Et il s'accorde aussi. Il s'accorde aussi. Et si le nom qu'il qualifie est au pluriel, est-ce que ça va s'accorder maintenant en nombre également? Non, pluriel, ça ne change pas. Ah, voilà déjà une différence importante, hein. Oui. En hindi, est-ce que ça change? Anish? En hindi, si le Non, madame, nom, en hindi, Mhm. l'adjectif s'est placé toujours avant Oui, euh, mais le est-ce que nom. ça s'accorde en nombre? Si je dis il y a des, je sais pas, ces chaises sont rouges, comment est-ce que vous allez le dire en hindi? Et est-ce que l'adjectif va s'accorder avec chaise au pluriel? En gujarati, Madame, non, hein? mais quelquefois, No, comme, ça Non, n'arrive pas. Attendez. ये कुर्सियां लाल हैं, ये हाँ. कुर्सियां उसकी कुर्सियां लाल हैं, mais si vous dites ces saris sont rouges, Hmm. उसकी साड़ियां काली हैं, उसकी साड़ियां काली हैं, ça dépend quelquefois. Ok, non, donc, Ces stylos attendez. Il y a des Ces- gens qui maintenant commencent à lever la main. Je suis très, très heureuse de le voir. Levez la main, s'il vous plaît, Riddhi. उसके oui, mais Kali et Lal ne changent pas avec le nombre, seulement avec le genre. C'est ça la différence. ces stylos sont noirs, उसके पेन काले हैं. Alors, No, c'est seulement काला pen est devenu qui काले. change. Anish, pen is changing to plural. En Kala is not français, changing to s'il vous plural. plaît, Adita, en français. Oui, oui. Mais Oui. c'est seulement les stylos, le nom qui change. C'est pas les adjectifs. Donnez des exemples. Donnez des exemples. Oui, comme Anish a dit, उनकी साड़ियाँ लाल हैं. Rouge n'a pas changé. C'est seulement Non, mais le rouge, le vous mot laissez sari tomber qui a rouge. changé. Prenez un autre adjectif. Prenez beau. Alors, इन सब औरतों के बाल लंबे हैं. हाँ. लंबा ना change pas. C'est seulement le sujet qui change. Je dis, Mais une chose, avec beau, acha, it changes to ça en change. français. Oui, oui. Mais si je dis comme ça, ये घर अच्छे हैं, Ça change. donc ça change. Donc il y a quelques adjectifs qui changent. Voilà, c'est pourquoi je vous disais quelques adjectifs. Voilà. Anish Et madame- avait spécifié qu'il y avait quelques adjectifs Et avec madame, lesquels pour ça Punjabi change. aussi, j'avais noté une chose. Je voulais partager avec vous. Oui. Comme en hindi et dans les autres langues, vous pouvez vous voyer et tutoyer avec tu, tum, aap. Mais au Punjabi, vous pouvez vous voyer avec les pronoms aussi. Comme à lui, on nous, on a nous, ça change. Le respect, Absolument. vous pouvez donner avec les pronoms aussi. Absolument. Ça aussi, je ne sais pas si... On- Bon, on reviendra avec les pronoms. Anish, donnez-moi une seconde parce que je voudrais terminer. On a discuté des adjectifs dans le cas du Malayalam, Gujarati, Hindi, Punjabi, Marathi, Konkani, Bengali, donc c'est fait. Maintenant, venons-en aux pronoms. Ce que vous me dites, en effet, vous avez raison. Vous voyez ces aspects en Punjabi qu'on arrive quand même à donner ce respect, même avec les pronoms. Est-ce que c'est possible en hindi, Anish? Oui, madame. Usko, Oui. unko, usko, Voilà. unko, Oui, usse. Oui. oui. Est-ce que c'est possible Marathi Konkani, Arvind? Arvind? Je ne sais pas s'il est là. Alors, Riddhi, est-ce que c'est possible en Gujarati? Oui, c'est possible. Oui? Ok. Oui. Est-ce que c'est possible en Malayalam, Karishma? Oui, oui, madame, il y a des pronoms. Qui change? Oui? Oui, madame. Ok. Bon, le créole, on n'en a pas discuté là. On va venir. Hein. Niranjan, est-ce que c'est Madame, possible on en n'a pas bengali? vraiment dans le créole Hmm, parce que c'est un peu comme le français. Oui. Oui, c'est pareil. Il n'y a pas de changement. En français, il n'y a pas de changement.
Ah Non, oui, non, en non, effet, non, en non, effet, en effet. Vous avez les Oui. différents types de pronoms et ça, c'est invariable, oui. Alors, Oui. Niranjan, en bengali, est-ce que vous avez Euh, cette distinction même avec les pronoms? Oui, madame, nous avons les distinctions Tumi, Apni, Tui. Nous avons euh, trois degrés d'adresse pour la deuxième personne. Oui, mais Tout, oh, d'accord, ça c'est le pronom personnel. Je parle oui, maintenant des pronoms directs et pronoms indirects. direct. Unko, Oh, unhe, hein? Yeah, il y a des pronoms directs. Oui, mais Or, est-ce qu'il y a une différence il y a. pour, Nous parlons oui, onar hmm, for unke ok. and or for usko. Bon, voilà. Déjà, il y a des distinctions. Est-ce que ces distinctions existent? Marathi Konkani, Arvind? Je ne sais pas s'il est là ou s'il a disparu, lui. Bon, lorsqu'il reviendra, on va lui poser la question, mais vous voyez que ça existe plus ou moins dans les pays, dans les langues indiennes. Mais est-ce que ça existe en anglais? Est-ce que ça existe en français? Connaissez-vous d'autres langues étrangères? Est-ce que cette distinction existe? Réfléchissez. Parlons maintenant, prenons l'exemple de Hindi parce que tout le monde le comprend plus que le Punjabi. Essayez maintenant de réfléchir un petit peu. Si je dis मैंने उन्हें देखा था, मैंने उसको देखा था, est-ce qu'il y a une différence dans le pronom que j'ai utilisé? उन्हें, उसको, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ça nous donne des détails importants sur la personne que je viens de voir? Oui, madame, on est c'est plus respectueuse. Et, Voilà, ça donne beaucoup plus de respect. Donc, le vouvoiement et le tutoiement. Est-ce que cette distinction existe en anglais et en français? non, madame. Les autres? Merci Anish. Les autres? Mais en français, ça existe, non? En anglais, La c'est distinction entre, comment est-ce que vous allez traduire unhe, unko pour spécifier qu'il y a quand même cette distinction de vouvoiement et de tutoiement? ta et Niranjan, attendez, Niranjan, attendez une seconde. Laissez-le déterminer. Oui, le dit. ta et vous, non? Comment? Objet Expliquez. direct. Ta et vous, Te et vous. non? Ça se peut, oui, pourquoi pas, absolument. Mais मैंने उन्हें देखा था, est-ce que vous pouvez dire te? Là, ça serait तुम्हें देखा था. Je vous ai vu. Mais c'est ça, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit Je l'ai vu pour le troisième je personne. l'ai vu. मैंने उन्हें देखा था. Je l'ai vu. Oui, Est-ce que cette distinction existe? non. Donc ça n'existe pas en français. En anglais? Non. Niranjan. Oui, madame, en anglais, cette distinction n'existe pas. I saw him, I saw her. C'est toujours la même. C'est toujours le même. Donc, il y a quand même une distinction, même au niveau de pronoms. On a vu au niveau des adjectifs, d'accord? Parlons un petit peu au niveau des verbes. Ou même avant le verbe, les noms. Vous m'avez dit qu'il y a les genres, il n'y a pas de genre. En bengali, si je ne me trompe pas, vous m'avez dit, Niranjan, qu'il n'y a pas de genre du tout, n'est-ce pas? Oui, madame, oui. Oui. Bon, ma question maintenant, c'est la suivante. Si je vous dis, aussi vous avez une ligne qui dit, comment est-ce que vous direz en bengali, elle a mangé. খেয়েছে, Il a mangé. la même. Est-ce que moi je saurais qu'il s'agit d'un pronom Par le contexte. féminin? C'est le contexte qui va le dire. Donc, une très, très grande différence entre le genre, au niveau de genre, entre le bengali et les autres langues indiennes. Là, vous avez 2 ou quelquefois même 3 genres. Est-ce que j'ai raison? Oui?
Oui, madame. Ok. Madame. En français, vous avez combien de genres? Deux. En anglais, vous avez Deux. combien de genres? Oui, en anglais? Pas de genre. En anglais, il n'y a pas de genre? Non. Pas pour He, les, she, it. Il y en a pour les trois. pronoms, pas pour les mots, pas pour les noms, Je pour les parle pronoms. seulement du genre, je ne parle pas pour les pronoms, je parle seulement pour les genres. Il y en a trois. Masculin, féminin, neutre. He, she, it. Il y a trois. Il y a trois. Oui? Oui, madame. Ok. Je crois que c'était en Malayalam qu'il y avait aussi trois. Oui, madame. Ok. En Gujarati, vous en avez combien? He, એને, there's only singular pluriel. Non, non, je parle du masculin, féminin. Est-ce qu'il y a le neutre aussi? Non, seulement Ok. oui. Ok. En hindi, vous en avez combien? Madame, de में on utilise un mot. वह आ गया, वो आ गया, वो आ गई. On utilise juste un mot pour les deux. वे आ गए, वे आ गए. वे आ गए, Ok, वे आ donc, गई. est-ce qu'il y a deux ou est-ce qu'il y a trois? C'est à vous de me le dire. Est-ce qu'il y a deux ou est-ce qu'il y a trois? Vous avez des noms qui sont masculins, vous avez des noms qui sont féminins. Est-ce qu'il existe des mots qui sont neutres? Non, madame. Notre, Donc, deux. Deux. D'accord? Ok. Gujarati, on m'a dit deux. Malayalam, on m'a dit combien? Trois. Punjabi, Anish? deux, madame. Deux. Marathi, Konkani, Arvind, est-ce que vous êtes là? Toujours pas. Ok. En créole? Non, madame, il n'y a pas. Il n'y a pas de genre? Non. Non. Ok, non, ça fait rien. Je suis très très contente de le savoir parce que là, nous commençons à comprendre que il y a quand même des similarités entre le bengali et le créole parce qu'il n'y a pas de genre. D'accord? Oui? Oui. Bon. Venons maintenant, parlons un petit peu des verbes. Les temps, ce que je trouvais extrêmement intéressant, c'est qu'en malayalam, il n'y a que trois, le présent, le futur, le passé, et c'est tout. Ça se passe comment dans les autres langues? Gujarati. Est-ce que vous avez plusieurs types de passé? Est-ce que vous avez plusieurs types de futur? Je vais penser un peu. Et Oui, oui, réfléchissez. Et les autres, en ce qui concerne le hindi, est-ce qu'il y en a plusieurs ou il y en a un seul? Réfléchissez, je vous en prie. Hein. Marathi, Punjabi, Konkani, Bengali. Est-ce qu'il y a combien de temps avez-vous? Niranjan. Bachir, Oui, pour madame. vous En Bengali, aussi. il Hein? y a 3 temps. 3 temps aussi? Oui, Oui, c'est-à-dire le présent, futur et passé? oui, oui, madame. Ok. Et c'est tout. Il y en a pas plus. Hein? Pas plus. Ok. D'accord. Bon, En hindi alors. aussi, madame, les 3 temps, mais le subjonctif aussi existe. Le subjonctif, मैं चाहता हूँ कि आप आएं. Pas मैं चाहता हूँ. Donc, voilà le quatrième, le subjonctif existe. Le conditionnel, qu'est-ce que ça existe? Dans vos Non, langues. Dans toutes vos langues. Est-ce que ça existe? Niranjan. madame, ce que Onisa dit, मैं चाहता हूँ, il n'y a pas de chance dans le verbe. Donc, il n'y a pas une forme pour le subjonctif en hindi. Ok. Non, आप आएं. मैं चाहता हूँ कि आप आएं. आप आते हैं, c'est la conjugaison normale. आप आते हैं, आप आ रहे हैं. मैं चाहता हूँ कि आप आएं. मैं चाहता हूँ कि आप खरीदें. आप पिएं. Ça, c'est le subjonctif en hindi. Seulement. Ok. Mais désolé. Pourquoi désolé? Je trouve ça très très intéressant parce que les langues, ça m'intéresse.
D'accord? Je ne sais pas si ça vous intéresse vous, mais moi, ça m'intéresse énormément. Oui, Arvin, vous aviez disparu là. On vous posait quelques questions. Oui, j'avais un problème avec mon Ah, audio. ça arrive. Oui, Ah, oui, ça arrive, ça arrive. Bon, alors, expliquez-nous quelques petits détails. Les temps en marathi konkani, vous en avez combien? il y a beaucoup de temps, madame, en marathi. Ah, d'accord. Non, mais c'est très, très Euh, intéressant de savoir. je vais parler seulement du présent. Par exemple, en français, il y a le présent. J'écris la lettre. En marathi, on dit mi patra lito. Mhm. Alors, il y a le présent, comment on dit, le, comment, comment on dit ça en français, on utilise être en train en français pour ça, le présent continuel, je OK. pense. Oui. En marathi, il y a mi patra lito ahe pour ça. Present, en anglais, on dit present present progressive. मी पत्र लिहित आहे मी पत्र लिहित आहे alors le passé composé le present perfect en marathi on dit मी पत्र लिहिलेले आहे j'ai écrit la lettre मी पत्र लिहिलेले आहे et il y a aussi je ne sais pas s'il existe en français present perfect progressive. I have been writing a letter en anglais, en marathi on dit मी पत्र लिहित आलेलो आहे. Alors, il y a beaucoup de temps en marathi, en présent, passé, en futur aussi. Je ne suis pas expert en marathi, mais je n'ai pas étudié le marathi même au niveau de SSC en école. Mais c'est ce que je rappelle. Oui, mais c'est très, très intéressant parce qu'on a presque la même chose en français. Vous avez le présent continu, vous avez en train de faire quelque chose qui est déjà présent. Vous avez dans les temps passés, vous en avez plusieurs. Les temps du futur, vous en avez quelques quand même. Il n'y a pas un seul. Hein? Bon, alors, venons maintenant au Bengali. Les temps Il y a seulement 3 temps, madame. présent, passé et Le futur. passé, le présent et le futur. Il n'y a pas de subjonctif ni de conditionnel. Hein? Non. Ok, merci. Alors, Gujarati, il n'y a que 3 temps? Non, il y a beaucoup de temps. Ah, très bien. Il y en avait beaucoup de temps. Oui. Par exemple, donnez-nous des exemples. હું લખું છું is present. હું લખવાનો છું is future. મેં લખ્યું છે is past. But હું લખીશ. Je ne sais pas comment expliquer, mais oui, il y Essayez. a beaucoup de temps. Mais beaucoup de temps du présent, passé au futur. Présent, passé, futur. Ensuite, il y a aussi comme imparfait, il y a aussi le future continuous, present continuous, then present progressive, past progress. Non, je ne sais pas en détail, mais il y a beaucoup de temps. Ah, c'est très intéressant parce qu'on a tous ces temps en anglais également. Oui, Niranjan. Madame, en bengali, il y a le présent continué et le parfait continué, mais il n'y a pas le conditionnel et le sous-jonctif. C'est ce que je veux dire. Ok, d'accord. Mais venons maintenant, parlons un petit peu des prépositions. Est-ce que vous avez des prépositions dans vos langues? Oui, Anish, oh, j'ai totalement oublié le hindi. Je vous demande pardon. Vraiment, j'ai la tête qui est un peu... Ah, m'excusez. Hein. En hindi, Anish, s'il vous plaît. Non, madame, beaucoup de temps imparfait, comme future proche aussi existe en hindi. मैं खाने जा रहा हूँ, मैं पीने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ. Et l'imparfait, मैं खाता रहा, मैं सोता रहा, मैं पीता रहा. Tous les temps existent.
आपको जाना पड़ेगा, Hmm. conditionnel, मुझे आना पड़ा. Est-ce que l'impératif n'existe pas dans vos langues? Oui, ça existe. इधर Est-ce आओ, que ça, जाओ, est-ce, बैठो, खाओ. est-ce que ça n'existe pas en bengali, gujarati, malayalam, qu'est-ce qu'on a d'autre? Marathi, konkani, hein? Oui, L'impératif? oui, madame. Pourquoi on a tous oublié? Bengali. Hein? D'accord? Les prépositions. Dernièrement, les prépositions, avant que je commence à vous expliquer pourquoi je vous ai demandé de faire cet exercice. Les prépositions, est-ce que ça existe? Ou est-ce que vous les mettez avant, après, en fait, dans la phrase, à la fin, au début, au milieu? En fait, vous le mettez où? Prenez n'importe quelle préposition. Vous connaissez les prépositions quand même, hein? Oui. Les prépositions arrivent avant le verbe. OK. Toujours? Pas toujours, mais Ah. quelques prépositions, oui. Donc, oui, c'est ça qui est intéressant que vous me dites, pas toujours, mais ça arrive. Hein? D'accord, merci. Pour les autres langues. Malayalam, c'est après le nom, madame. Malayalam, c'est après les langues. OK. Oui. OK. Bengali. Il y a des changements de forme de mots, mais pas de prépositions différentes. Like, comme si je dis, there is water in the, il y a de l'eau dans, dans cette, what should I say in French? Quoi? Oui. En bengali, on dira বাটিতে জল আছে, বাটিতে. So bati এলো non. On ajoute inflexion de sorte et pas un complément pour la préposition. Je comprends ce que vous êtes en train de me dire. En hindi, les prépositions, comment est-ce qu'on les Madame, met? en hindi, ça c'est très intéressant parce que Et c'est justement de ça, je crois, que Niranjan veut parler. Bon, alors expliquez-nous. le nom aussi change quelquefois grâce à la préposition. Comme la porte, la plurielle de la porte, ça sera darwaza, darwaze. C'est une porte, ये एक दरवाजा है, mais quelque chose qui est près de la porte, darwaze के पास. Alors, juste के पास, à cause de la préposition, darwaza est devenu darwaze. Est-ce que c'est pareil, Niranjan, en bengali? Il y a une petite changement, une petite modification dans le nom. Oui? En bengali, c'est le même presque. Presque. Dorjar kache. Dorjar, nous utilisons le possessive form. Dorjar means of the door. Donc, une petite modification dans le nom lui-même. Hein? Mais les mots que nous utilisons comme kache or opore, like on the field, মাঠের উপরে or দরজার কাছে, ce ne sont pas des prépositions, je crois. Ce sont des adverbes ou des mots adverbiales comme ça. Je veux bien, donc les adverbes, les locutions adverbiales, etc. Je suis tout à fait d'accord. Aucun problème. Gujarati, Marathi, Konkani, créole. En ce qui concerne les prépositions, s'il vous plaît. Madame, c'est comme le français. Ça, c'est pour le créole. Hein? Oui? Oui, parce que si je dis je suis devant la boutique, mot devant la boutique. So it is devant, c'est comme le français. C'est comme le français. D'accord. Oui. Merci. Merci. Riddhi. Oui, la même phrase. હું દુકાનના સામે છું. Est-ce que le mot change? Est-ce que le nom change? Est-ce qu'il y a une modification? Est-ce qu'il y a un autre mot pour
La préposition, ça se met où? Avant, après, enfin, ça se met où dans la phrase? Je ne connais pas le Gujarati. Who is the subject? Dukan is shop. Same is in front of. And donc, est-ce que ça vient avant ou après? La préposition? La préposition? Oui. Selon une phrase en anglais. Supposons que c'est en anglais. Est-ce qu'il y a un changement de place? Oui. Dans la phrase? Oui, le verbe is to. Ça vient après. Quoi? Le verbe, la préposition vient après. Oui. Ok, merci. Marathi le verbe vient après, préposition vient avant. Avant. Ah, d'accord. Bon, Marathi et Konkani. Arvind? Je crois qu'encore il a des problèmes. Anish en Punjabi. Madame, la préposition c'est avant le verbe. Avant le verbe et après le nom. Mais en français, c'est avant le nom. Près de la maison. Ah. Donc? Mais en hindi, après la préposition, c'est le verbe. Donc, il y a des différences entre le Punjabi et le hindi? Non, madame, Punjabi, hindi, c'est pareil. Est-ce que c'est pareil ou c'est semblable? Faites attention. Semblable. C'est pas pareil du tout. Hein? Qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que les langues sont les mêmes ou est-ce qu'elles sont toutes différentes? Je vous attends. C'est à vous de me répondre maintenant. Est-ce que ces langues que nous avons vues maintenant, nous avons fait une discussion un petit peu brève là-dessus, sur les différents... Oui, Darshani. Madame, toutes les langues, le sens, c'est le même. Le sens doit être le même. Oui. Mais moi, je parle maintenant de la structure. Je parle du mot, au niveau de la grammaire, au niveau de la structure d'une des phrases. Pour toutes les langues, c'est différent. Hein? Les prépositions peuvent venir avant, après. On peut avoir des genres ou ne pas avoir de genre. On peut avoir des accords ou ne pas avoir des accords. Mais sur ça, vous êtes tous d'accord ou non? Est-ce que vous avez compris que toutes les langues sont différentes? Toutes les langues fonctionnent différemment. Est-ce que vous comprenez? Oui, madame. Oui? C'est clair pour tout le monde? S'il faut rédiger une phrase correctement dans une langue, est-ce que ce n'est pas nécessaire de la connaître à fond, cette langue-là? Oui? Karishma, par exemple, si je voudrais écrire quelque chose, une phrase toute simple en malayalam, il faut quand même que je connaisse malayalam. Mais pas seulement un petit peu, mais à fond. Sinon, je n'arriverai pas à faire une phrase correcte. Oui, madame. Bien sûr. Oui. Oui? Est-ce que c'est la même pour les autres langues? Oui, madame. Oui. Maintenant, je vous pose une autre question. J'ai maintenant une phrase dans une autre langue, que ce soit russe, chinoise, française, anglaise ou n'importe quelle. Et je voudrais expliquer cette phrase ou communiquer les idées qui se trouvent au sein de cette phrase à quelqu'un qui parle Malayalam, Gujarati, Hindi, Punjabi, Marathi, Konkani, Bengali, créole. Est-ce que je peux utiliser la même structure? Je répète la phrase. Ma question. Hein? Pas vraiment, madame. Donc, comment est-ce que j'aboutirai à une phrase correcte? Que si j'ai vraiment maîtrisé la langue cible, qui elle-même est différente, bon, à un certain degré, d'accord, mais elle est différente de la langue source, quelle que soit la langue source. Est-ce que là, j'ai raison ou non? Oui, madame. Est-ce que vous avez compris que les noms, les articles, on n'en a pas parlé, mais les articles aussi sont différents. Je suppose, je n'ai aucune idée. Parlons un petit peu. Riddhi au Gujarati. Est-ce que vous avez des articles définis, des articles indéfinis, ou singulier pluriel? Oui. Oui, ok.
en malayalam, Karishma? Oui, madame, il y a des articles. Défini, indéfini, singulier, pluriel. Je pense qu'il y a seulement un mot pour singulier pour les mots, pour les noms pluriels aussi. Par exemple, Oui, ikutti, c'est 7 enfants, et ikuttigal, 16 enfants, comme ça. Oh, mais attendez, C et 7, ce ne sont pas des articles, ce sont des adjectifs démonstratifs. Je parle des mots comme un, une, des, le, la, les. La table, le garçon. Mais il n'y en a pas. Mais si moi, je ne connais pas la langue, si je n'ai pas maîtrisé cette langue, si j'écris des choses, en malayalam ou en gujarati, moi, je ne connais rien, enfin, très, très, très peu, un tout petit peu. Est-ce que vous croyez que j'arriverai à vraiment communiquer le message correctement? Est-ce que j'arriverai à le faire? Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas. Oui, je répète. S'il y a une personne qui a des connaissances très basiques sur une langue, disons une langue A. Oh, disons, je sais pas moi, je sais pas moi, sur le tamoul. Là. Des connaissances extrêmement, très très peu. Et qui se dit, j'arrive à tout dire correctement, je n'ai aucun problème, je connais les langues. Je vais traduire. Est-ce que vous croyez que cette personne-là pourrait rédiger, parce que la traduction est une rédaction, rappelez-vous, correctement en tamoul, pour passer correctement le message? Est-ce que ça va être possible? Ce sera difficile. Ah! Et lorsqu'on vous dit difficile, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça va être difficile? En quoi est-ce que c'est difficile? Pourquoi est-ce que c'est difficile? Vous avez raison, Sunil, mais pourquoi est-ce que vous me dites ça? Attendez, je vais venir vers vous. Hein. Oui, Sunil, terminez. Maintenant, ça est devenu très difficile parce qu'il y a des process. On comprend la méthode. C'est très, très difficile. J'ai pensé avant, c'était très facile. Et j'essayais quelques poèmes, quelques phrases, mais maintenant, avec des méthodes et avec des recherches, moi, tout à fait. Le process, c'est une chose. Et méthode, et puis, il y a tant de choses à penser avant de traduire quelque chose. Donc, est-ce que, oui, Reddy, vous voulez ajouter quelque chose aussi? Vous aviez levé la main. Et puis, je passe à autre chose, hein, parce qu'il faut que je termine tout avant 1 heure. Alors, j'ai encore 1 heure à le faire. Alors. Si on ne sait pas la langue cible, on n'a pas maîtrisé la langue cible, on va utiliser beaucoup le Google, je pense. Et ça, le Google, est-ce que ça marche? Ça, vous allez le voir l'année prochaine. Mais est-ce que, là, vous avez raison, et j'espère que vous avez compris que c'est impossible de traduire vers une langue cible que vous n'avez pas maîtrisée, parce que vous ne pourrez pas rédiger correctement une phrase, tout simplement parce que vous ne saurez pas comment mettre les mots, où se placent les mots, est-ce qu'il y a de genre, est-ce qu'il n'y a pas de genre, comment est-ce que vous allez donc faire en sorte qu'il n'y a pas de perte? Si vous comprenez tout cela. Et c'est pour cette raison-là qu'une étude comparative des langues de travail est absolument essentielle. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est essentiel, tant pour les traducteurs que pour les interprètes. Pour les traducteurs, extrêmement important, parce qu'il faut qu'ils rédigent correctement. Rappelez-vous, le traducteur doit être extrêmement bon à rédiger. Parce que la traduction est un travail rédigé. Oui, c'est un travail écrit. Si vous n'écrivez pas correctement, qui va lire? On va le tout mettre à la poubelle, c'est pas ça que vous voulez en tant que traducteur. En ce qui concerne les interprètes,
Pour les interprètes, ça devient encore plus compliqué parce que là, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Il faut qu'ils le fassent très, très vite en temps réel, comme ça, comme ça, comme ça. En traduction, on a toujours le temps de réfléchir, mais pas tellement de temps. Vous n'avez pas une année pour le faire. Et peut-être en traduction littéraire, vous pouvez prendre votre temps, mais encore une fois, faites attention. La traduction littéraire est extrêmement difficile à faire. Tout simplement, encore une fois, la rédaction, il faut que ça soit correct. En poésie, il y a tous ces autres problèmes. Donc, vous comprenez maintenant, oui, pourquoi il est important de faire, en fait, cette comparaison des langues de travail. J'espère que vous avez maintenant compris que il est absolument essentiel, avant de se mettre à la traduction, de savoir, non pas seulement savoir, mais d'avoir maîtrisé la structure correcte des phrases. Et lorsque je parle de la structure, je parle pas seulement de la structure, c'est-à-dire la position de l'article, du nom, du verbe, adjectif, etc., etc., etc. Je parle également des temps. Comment est-ce que vous allez traduire les temps? Comment est-ce que vous allez le mettre? Comment est-ce que vous allez payer toutes les déficiences qui existent? Comment est-ce que vous allez traiter des lacunes? Comment est-ce que vous allez les adapter dans vos langues cibles? Vous comprenez maintenant? Et en ce qui concerne les interprètes, ils n'ont vraiment pas le temps. Il faut absolument qu'ils aient maîtrisé leur langue de travail parce que ça se fait comme ça. Extrêmement vite. Oui? Mais madame, pour les interprètes, il peut être peu difficile quand il y a des lacunes dans des langues. Par exemple, en marathi, il n'y a pas d'article. On utilise seulement ek pour l'article indéfini. Et pour l'article défini, on utilise seulement to. Ça fonctionne aussi comme l'adjectif démonstratif en français, to. D'accord. Mais c'est votre langue maternelle. Hein? Oui. Oui. Alors, vous êtes censé déjà le savoir. Donc, pour vous, vous n'aurez aucun problème pour parler en marathi. Oui. D'accord, mais pour moi, je ne connais rien. Vous comprenez, s'il y a quelqu'un qui connaît un tout petit peu, mais pas beaucoup, cette personne-là aura des problèmes. Mais s'il y a quelqu'un qui a maîtrisé la langue, il n'y a aucun problème. Vous comprenez? Oui, nous reviendrons avec les interprètes plus tard. S'il vous plaît, laissez-moi terminer ça, parce qu'il y a encore des choses qu'il faut que je vous explique. Et on reviendra. D'accord? On a encore 1 heure. Maintenant que vous avez compris ça, vous avez aussi compris qu'il y a des difficultés quelquefois au niveau lexical. Pourquoi? Je ne connais pas, en tout cas pour les langues indiennes. En français, on déteste absolument la répétition. On le déteste, on ne veut pas du tout. Donc, là, lorsque je parle d'axe vertical, ça veut dire tous les différents synonymes. Il y a 1, 2, 3. Par exemple, augmenter, croître, accroître. Augmenter, bien sûr. Hein? Et monter en flèche. Enfin, il y a des mille et mille façons de le faire. Donc, puisque je sais bien grimper, absolument grimper en flèche aussi, on dit. Hein? Il y en a plusieurs. Donc, au lieu de répéter à chaque fois pour dire, prononcer, énoncer, enfin, il y en a des milliers. D'accord? Donc, il faut trouver à chaque fois, lorsque vous rédigez en français, des synonymes pour ne pas répéter le même mot. Les synonymes, ça existe dans toutes les langues. En anglais aussi, on préfère éviter la répétition. Donc là aussi, on préférait utiliser un synonyme. Bien sûr, il y a toujours des nuances entre les synonymes, mais plus ou moins, vous pouvez quand même les remplacer par un autre synonyme, il n'y a aucun problème. Est-ce que c'est le même pour les langues indiennes? Est-ce que les langues indiennes acceptent facilement la répétition ou est-ce que ces langues indiennes aussi n'aiment pas du tout la répétition? Ça, vous ne le saurez que si vous avez lu la littérature qui a été écrite dans vos langues indiennes. D'accord? Donc, réfléchissez un petit peu,
Parce que je vous dis qu'en anglais et en français, surtout en français, on déteste la répétition. Il dit. À chaque fois, oh non, non, non. Alors, ça devient trop ennuyant, on ne lit plus. Donc, faire très, très attention à ça. Faites aussi également attention au sens littéral et au sens figuré, qui existent dans toutes les langues. J'en suis sûre, bien que je ne les connais peut-être pas, je ne les ai pas maîtrisés. D'accord? Mais le sens littéral, ça, c'est facile, tout le monde comprend, mais le problème, c'est qu'il y a aussi un sens figuré. Alors, dans ce cas-là, si moi, j'ai pas maîtrisé la langue cible, comment est-ce que je saurais que c'est un sens figuré? Ou que je n'ai pas maîtrisé la langue source, je ne comprendrais même pas qu'il s'agit d'un sens figuré. Qu'est-ce que je vais faire? Et surtout dans le cas des proverbes et des idiotismes. C'est extrêmement, extrêmement difficile. Donc là, il faut trouver des équivalents pour les sens figurés. Mais avant de le faire, il faut d'abord comprendre le sens figuré. Est-ce que ces sens figurés et sens littéral n'existent pas dans vos langues? J'en suis sûre que oui. Ça existe ou non? Réfléchissez un petit peu. Vous n'avez pas besoin de me répondre. Réfléchissez. Mais est-ce que vous comprenez que si il s'agit d'un sens figuré dans la langue source, et si vous n'avez pas compris la langue source, et si vous n'avez pas compris qu'il s'agit d'un sens figuré, vous allez faire une traduction littérale et vous allez mettre le sens littéral et on ne comprend rien. Parce que le sens change. Ça n'a plus le sens qu'on voulait qu'on voulait donner. Le sens, vous l'avez changé complètement. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ou je continue à dire blablabla? Oui, non, madame, nous comprenons. Oui, madame, j'ai compris. Ah, bravo! On arrive maintenant. Bon, le syntaxe. Il s'agit, quand je parle de syntaxe, de tout ce qui constitue une phrase. Rappelez-vous, la rédaction, ça veut dire écrire une phrase, et pas une, mais plusieurs phrases correctement. Dans toutes les langues, il y a des composants qui existent là, des éléments de la phrase que j'ai marqués, il y en a peut-être qui n'existent pas dans notre langue. Par exemple, le genre n'existe pas en bengali et je crois en créole aussi. Hein. C'est ça que j'ai compris, ça n'existe pas. Mais ça existe en français, peut-être pas en anglais, si, en anglais aussi. Mais en anglais, vous avez 3, en français, vous avez 2, quelque part, vous n'avez pas du tout. Alors, comment est-ce que vous allez faire? Donc, il faut vraiment le savoir. Comment est-ce que le genre, comment est-ce que c'est différent dans vos langues de travail, la langue source et la langue cible? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il n'y en a pas? Il faut déjà le savoir. Les déterminantes, c'est quoi les déterminants? Tout simplement, il s'agit des articles définis, indéfinis, et également de ces adjectifs démonstratifs dont Reti avait parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ce, cette, c'est. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils déterminent le nom, c'est tout. Est-ce que ces mots existent dans la langue cible? Parce que là, je crois que vous avez maintenant bien compris et vous avez bien saisi le fait que les langues sont toutes différentes. Elles peuvent être semblables, mais qu'il y a quand même des différences. Et ce sont ces petites différences qui vont faire toute la distinction entre les langues. C'est ça qui fait cette distinction-là. Est-ce que ces déterminants existent? Vous les placez où? Au début, au milieu, à la fin, avant le nom, après le nom? Aucune idée. Si vous n'avez aucune idée, si vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas maîtrisé la langue cible. Ne traduisez pas. Substantif, ça veut dire tous les noms. Vous en avez plusieurs. Okay? On a le nom propre, le nom commun, le nom collectif, etc., etc. Il y en a plusieurs. Est-ce que vous en avez les mêmes catégories de noms, de substantifs dans la langue cible? Que ce soit anglais, français, hindi, gujarati, malayalam, tamoul, enfin n'importe quoi. Chinois, aucune idée. Aucune idée. Mais pour le traducteur qui traduit vers, par exemple, le créole, il faudra qu'il le sache.
Et non seulement qu'il la sache, mais qu'il l'ait maîtrisée, qu'il sait très bien que je ne vais pas perdre de temps, je sais comment communiquer ce message correctement dans la langue cible. Les verbes, c'est pas aussi simple que ça. Comme on a vu, il s'agit en fait des temps. Donc, en français, on a un grand nombre de temps. En Gujarati, vous en avez plusieurs. En Marathi, on a plusieurs. Est-ce qu'il y en a certains qui sont pareils? On va voir par la suite. Vous me laissez terminer. On a presque terminé avec cette petite présentation. Et puis, on reviendra pour discuter justement ce diapo-là avec vos langues et aussi entre l'anglais et le français. D'accord? On va en revenir. Les adjectifs français-anglais ne sont pas similaires. Les accords en français sont extrêmement importants, sont aussi extrêmement importants dans plusieurs langues indiennes. Hindi, Punjabi, Gujarati, si j'ai bien compris, Marathi, Konkani peut-être, je ne sais pas. Donc, il y a certaines langues dans lesquelles vous allez trouver ces accords, dans d'autres, vous ne les avez pas. Pourquoi? Parce que le genre n'existe pas. Ou peut-être une autre raison quelconque. Faire attention, ça place avant ou après. Les adverbes français-anglais, est-ce que on les forme de la même manière? Pas du tout. Est-ce que vous les formez de la même manière dans vos langues? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais encore une fois, j'ai aucune idée. Peut-être que si, dans quelques langues, peut-être que non, dans d'autres. Les prépositions, nous venons de voir comment les prépositions peuvent modifier les noms en hindi et je crois Marathi, Gujarati et Punjabi. Je ne connais pas pour les autres. En Malayalam, je n'ai aucune idée. Bengali, je crois aussi que ça peut modifier le nom. Si vous avez un texte dans ces langues-là et vous ne l'avez pas encore maîtrisé cette langue, est-ce que vous allez comprendre? Si vous ne comprenez pas, comment est-ce que vous allez exprimer le message? Parce que vous n'avez pas compris le message. C'est le premier problème. Deuxième problème, si vous n'avez pas maîtrisé la langue cible, comment est-ce que vous allez alors le rédiger? Est-ce que vous ne savez pas comment le faire, où placer les adjectifs, où placer les adverbes, comment on les forme, les adverbes? On ne sait rien. On ne sait absolument rien. Comment est-ce que vous allez traduire? Les conjonctions. Est-ce que ces conjonctions sont les mêmes en français et en anglais? Est-ce qu'on les utilise de la même manière? Est-ce que vous les utilisez de la même manière dans vos langues? Madame, oui, il y a beaucoup de similarités dans le traitement des conjonctions dans les langues différentes, mais les prépositions, c'est un vrai problème. On utilise des prépositions différentes dans les langues, même en anglais ou en français. Il y a un vrai problème pour moi. C'est un vrai problème pour tout le monde. C'est pas seulement pour vous. Mais ça, c'est un problème si vous n'avez pas maîtrisé les langues. Pour des gens qui ont maîtrisé des langues, aucun problème. Ça vient automatiquement. On peut parler automatiquement. Mais si vous n'avez pas maîtrisé une langue, ça ne vient pas automatiquement. Là, vous avez des problèmes. Et c'est lorsque vous dites « j'ai des problèmes », ça veut dire « ne traduisez pas ». Pas dans cette langue-là, parce que vous risquez de faire des erreurs. Et lorsque vous faites des erreurs, la traduction ne va pas être correcte. C'est-à-dire que le lecteur ne comprendra pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Jeter à la poubelle ce que vous ne voulez pas. Donc, d'abord, maîtriser la langue. Et lorsque je dis maîtriser la langue, je vais également parler au niveau syntaxique. D'accord? Il ne s'agit pas seulement de la sémantique, c'est-à-dire le sens. Ça, on a très bien compris, du moins je l'espère. Mais aussi du point de vue de la rédaction. Comment écrire correctement? D'une telle manière que le sens passe d'une manière extrêmement claire, sans laisser de doute chez l'esprit du lecteur. Vous comprenez l'importance de la maîtrise? Les mots charniers. En français, on ne peut pas faire sans. Pourquoi? Comme je vous ai expliqué hier, les mots charniers
aide à l'esprit français de comprendre le lien entre les idées, que ce soit dans une phrase, que ce soit entre quelques phrases ou même entre les paragraphes. Donc, l'esprit français a besoin de cette logique. L'esprit anglais, pas du tout. Hein. On vous dit n'importe quoi, ça passe, on comprend tout. Parce que pour les Anglais, l'implicite, ça marche. Pour le français, l'implicite ne marche pas. Il faut une explicitation. Est-ce que c'est la même dans les langues indiennes? On en reviendra, on en discutera parce que je crois que cette discussion vous aidera à mieux comprendre. Oui, je viens venir vers vous, Alvin, donnez-moi une seconde, que les langues fonctionnent vraiment de manière différente. Même au niveau de ces éléments très, très petits, comme les conjonctions, les mots charniers, etc. Est-ce que ça existe dans vos langues, Arvind? Non, madame, je voudrais, j'avais une question. L'orthographie de charnier, n'est-ce pas? C'est H-A-R-N-I, E aigu, R-E-S. Bon, je le corrigerai après, mais pour le moment, vous avez compris de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Oui, oui, madame. Oui, merci de me l'avoir montré. Comme je vous dis, ma tête, hein, hier, je suis totalement mouillée dans la pluie. Alors, je commence à m'enrhumer un petit peu. Hein, j'ai la tête très, très lourde aujourd'hui. Donc, veuillez, s'il vous plaît, m'excuser pour toutes les fautes que je suis en train de faire. D'accord? Oui? Alors, d'accord. Alors, les mots d'exclamation. Est-ce que ce sont les mêmes? Réfléchissez un petit peu. S'il y a quelqu'un, pour vous donner un exemple, supposons qu'il y a quelqu'un qui est tombé, qui se fait très très mal. Qu'est-ce qu'il dira en anglais? Ouch! Qu'est-ce qu'il va dire en français? Ouh là là! Ou alors, aïe! Avec le tréma. Vous voyez, c'est vraiment différent. Donc là, dans ces cas-là, essayez de trouver des équivalences. Je suis sûre que ça existe. Dans vos langues indiennes, dans vos langues, les langues que vous connaissez, comment est-ce qu'on va l'exprimer? Il y a des mille et une façons de le dire. Mais pour ce mot-là, réfléchissez, on va en revenir. D'accord? Oui? Le mot très célèbre, c'est Amma, Appa. Voilà. Aussi. Hein? Venons-en maintenant à la ponctuation. Je ne sais plus qui m'a dit que la ponctuation était différente. Karishma, c'était vous? Est-ce que c'est différent en malayalam, là, pour la ponctuation? Oui, madame, oui, madame. Il y a seulement 3 qui sont les mêmes, comme en français. Les autres sont différents. Oui, mais c'est également différent en espagnol. Qui connaît l'espagnol ici? Moi, un peu. Ok. Pour les questions, comment est-ce qu'on commence? Oui, il y a un point d'interrogation qui est... oui, un point d'interrogation qui est inversé au début de la question. Aussi pour les phrases d'exclamation. Absolument. Il y a un point d'exclamation inversé. Oui, et Karishma, pour le malayalam, à part les 3, est-ce qu'il y a donc le point, le virgule et le troisième, c'était quoi? Le point, virgule et le point d'exclamation. Ok, mais comment est-ce que vous allez, donc, est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, un symbole pour le point d'interrogation, pour le point virgule, pour les 2 points? 2 points, madame. Je vais penser, madame. Non, vous réfléchissez, mais pour le point d'interrogation, est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est différent? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Mais je suis sûre que vous posez des questions, non, Malayalam? Oui. Alors, comment est-ce que vous allez écrire ces questions-là? Est-ce que vous avez un symbole pour, enfin, comme dans les langues, plusieurs autres langues, le point d'interrogation, est-ce que ça existe?
Si ce n'est pas le point d'interrogation, mais est-ce qu'il y a un autre symbole? Non, madame, il y a des mots seulement pour les phrases. Et on termine avec un point. C'est ça? Oui, le point d'interrogation, c'est le même en malayalam. Le point de? Interrogation, c'est le même. C'est le même. Ah, merci, Shoma, Oui. merci. Merci. Donc, vous voyez qu'il y a quand même la ponctuation aussi qui peut être différente. Encore une fois, je reviens maintenant. Si vous n'avez pas fait cette étude comparative ou si vous n'avez pas maîtrisé la langue cible, et si vous écrivez en malayalam avec un point d'interrogation, les lecteurs vont dire « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais je ne sais pas, je ne comprends pas. Parce que ça n'existe pas en malayalam. Alors là, vous allez introduire quelque chose qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Les lecteurs malayalam, merci, on ne comprend pas. Hein. On va prendre autre chose. Et ça, ce n'est pas vraiment ça que vous voulez. Comprenez? Oui? Oui. Ok. Les inversions. Les inversions, en français, ça existe. A-t-il? Vient-il? Avons-nous? Recevez-vous? Etc., etc. Vous comprenez. Hein? Est-ce que ça existe en anglais? Are you, is he, comme ça, mais oui, madame, inversion existe. Ok. Oui. Est-ce que ça existe dans vos langues? Voilà. Bon, nous reviendrons donc. On va refaire un petit travail, un petit exercice avec ce 17 diapos un petit peu plus tard. Donnez-moi encore quelques minutes pour terminer. D'accord? Réfléchissez à propos des inversions dans vos langues maternelles. On va en revenir. Puis en français et en anglais, il y a certains mots avec lesquels on peut commencer des phrases et certains mots avec lesquels on ne peut pas le faire. Et c'est pareil pour terminer les phrases. Terminer les phrases, laissez-moi vous donner un exemple. Le français n'aime pas du tout qu'on termine une phrase sur un mot court, un syllabe. Le français préférerait ne pas terminer la phrase sur un verbe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le verbe avant et le nom après. Au lieu de dire il a dit, point, ceci, 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 il a dit, point, on dira plutôt ceci, 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 a dit, ta. Vous comprenez? D'accord? Et de la même manière, il y a certains mots avec lesquels on préférerait ne pas commencer ou terminer les phrases. Tous les détails se trouvent dans votre texte. Mais est-ce que vous avez compris? Et surtout avec les mots courts, essayez d'éviter de terminer les phrases françaises. Un syllabe? Non. Mettez le verbe avant. Si c'est mettez le mot avant. Mettez autre chose après. Essayez de trouver une autre manière de le dire. Trouvez un synonyme. D'accord? Vous comprenez? Oui? Oui, madame. Ok. La allusion. Allusion, je crois qu'on en a déjà parlé une fois. Si je dis, et ça c'est surtout pour les événements qui ont eu lieu, si je dis 1984, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Si ça se trouve dans un texte et on parle des procès qui ont à faire avec les événements qui ont eu lieu en 1984, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est tout ce qui est marqué dans le texte, mais il faut le savoir. De quoi s'agit-il? Elle parle de la situation indienne. Alors? Aucune idée? Que s'est-il passé? Ok, prenons une autre date, un autre événement.
26 novembre. Encore situation indienne. Que s'est-il passé le 26 novembre? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Et il suffit seulement de dire 26 novembre pour que tout le monde comprenne. De quoi s'agit-il? Moi, je dis l'attaque à Mumbai. Les attaques à Mumbai, absolument. Absolument. Absolument, les attaques à Mumbai, mais non, on comprend. Il y a certains qui pourraient ne pas comprendre. Mais si vous ne comprenez pas, qu'est-ce qui risque d'arriver si 26 novembre se trouve dans un article qu'il faut traduire? D'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez rien compris. Est-ce que vous ne comprenez pas à quoi on parle? De quoi on parle? Oui, Anish. À la fin, on va écrire des notes, la signification de cette date, comme 26 novembre ou 9/11. Quand on traduira, on peut écrire la même date, mais à la page, sous de la page, on peut écrire la note avec Pourvu l'étoile. que vous avez compris de quoi il s'agit, non? Si vous ne connaissez pas, si vous ne saviez pas qu'il s'agissait des attaques à Mumbai, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, je dis. Vous allez manquer la gravité de ce jour. Et dans la langue cible, vous ne saurez pas traduire exactement l'émotion, ce qui est là. Si vous n'avez pas compris, mais si vous avez compris de quoi il s'agit, vous pouvez quand même, vous comprendrez le reste du texte et quelque part, vous pourrez donc, ça se ressortira, les émotions pourraient ressortir. Parce que vous pourrez écrire, rédiger la traduction correctement, étant donné que vous avez compris les émotions qui sont associées, qui se sont associées avec cette date. Vous comprenez? Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, qu'est-ce que vous allez faire? Si je dis mai 68, combien d'entre vous comprennent de quoi il s'agit? Peut-être pas tout le monde. Combien d'entre vous savent de quoi je parle? Mai 68. Madame, Attendez, veuillez lever la main, c'est tout. Je veux compter combien d'entre vous connaissent l'importance de cette date, mai 68. Bon, on est 24, il y a une seule personne qui le comprend. Sunil, attendez un petit peu. Hein. J'ai dit aussi, bon, ça fait 2 personnes. Ça fait à peu près 10%. Les autres, vous ne comprenez pas l'importance. C'est quoi mai 68? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est tellement important? Ben oui, parce que ça fait partie de l'histoire de la France maintenant. Hein? Et lorsque je dis que vous êtes censé, en tant que traducteur, avoir maîtrisé vos langues de travail, ça veut dire pas seulement maîtriser la manière d'écrire correctement, mais aussi la culture, l'histoire, la géographie, les festivals, etc., etc., etc. Enfin, tout. Et si vous ne comprenez pas cette date-là et son importance, voilà, vous avez des problèmes. Si je dis Auschwitz, combien d'entre vous comprendront? Quelles sont les émotions qui sont associées avec Auschwitz? Il y a une seule personne. Si je dis Oppenheimer, tout le monde en parle. Mais pourquoi est-ce qu'on parle? C'est qui Oppenheimer? C'est quoi? Enfin, je n'ai jamais entendu parler. Mais est-ce que c'est vraiment... Hein? Est-ce que c'est vraiment ça? C'est quoi? Est-ce que vous avez... Enfin, c'est quoi? Qui peut me le dire? C'est quoi Oppenheimer? Ou c'est qui Oppenheimer? Sunil. Oppenheimer. Oui, madame, le film est venu récemment. Et puis, moi, je ne connais pas avant, mais maintenant, moi, j'ai cherché en détail.
il est l'inventeur de l'atomic bomb. Il est la première fois il a testé, mais son intention n'était pas mettre ou bien tester avec un autre pays, mais le Truman, le président américain, a utilisé, a bombardé Hiroshima et Nagasaki. Mais il n'était pas du tout content avec ça et puis il est devenu très fâché. Mais cette histoire en bref, mais Est-ce maintenant que je vous pense croyez que... Non, mais attendez une seconde. C'est quoi Nagasaki, Hiroshima? Je ne connais pas, moi. Non, pas, je ne sais pas si vous avez rencontré des gens comme ça, mais moi, oui. L'histoire, c'est pas important du tout. Hein. Parce que l'histoire se répète. Aujourd'hui, je lisais un article dans le Indian Express et il y avait un mot qui m'a fait penser tout de suite à Hitler. Connaissez Hitler? Je ne sais pas combien d'entre vous le connaissent. Et les atrocités qu'Hitler avait commises. Ah, bah, encore une fois, il y a une seule personne qui a compris. Donc, les allusions, oui, 3. Ok, d'accord. D'accord, mais c'est très, très peu. Mais vous devriez savoir ces choses-là. C'est qui Oppenheimer? C'est quoi Nagasaki, Hiroshima? Pourquoi est-ce qu'on parle? Le monde entier en parle. Mais pourquoi? Est-ce que c'est important? Non. Est-ce que l'histoire est importante? Non. Oui, parce que si vous n'avez pas maîtrisé l'histoire des pays, où est situé le texte que vous êtes en train de traduire, vous ne comprendrez pas le sens. Ça, c'est pour allusion. D'accord? Est-ce que là, pour allusion, vous avez compris qu'il est extrêmement important de comprendre de quoi on parle, sans que peut-être que l'auteur, évidemment, lui, n'a pas vraiment le besoin, ne sent pas le besoin d'expliciter, mais vous devriez comprendre. D'accord? Donc, la traduction, pas facile du tout. Ensuite, le this et le that, en anglais, on l'utilise tout le temps. This was like this was useless, that was good. Ah, mais le français, lui, mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi? Parce que je vous ai dit que le français est une langue très précise. Je vous l'ai dit à un moment donné, je me rappelle. Alors, c'est quoi this, that? Moi, je ne comprends pas, moi. C'est quoi? Donc là, dans ce cas-là, encore, avoir recours à des procédés de traduction, il faut expliciter. Ça veut dire quoi? This was good and that was bad. The situation was good. It was like this. This was, this happened. Qu'est-ce qui s'est passé? This happened. Bon, d'accord. Nous, en anglais, on comprend tout, mais là, les Français, rien. Donc, il faut vraiment être très, très précis. C'est là où il se trouve des pièges très, très grands de la traduction. This et that. Et c'est ici que vous avez vraiment besoin de réfléchir et de peut-être avoir recours, peut-être non, mais vous avez absolument besoin d'avoir recours à un procédé de traduction ou à un autre et d'expliciter c'est quoi le desiderate, peut-être même de le remplacer par un mot, par un nom pour dire, ben voilà, ou un pronom, disons, bon, ça se réfère à un événement qui a eu lieu dans la phrase suivante ou dans la partie suivante, la proposition suivante. Vous comprenez? Oui, Niranjan. Madame, mais en français aussi, il y a des adjectifs démonstratifs comme ce, c'est, n'est-ce pas? Niranjan, oui, mais moi, je parle, quand je dis this happened, ça, ce n'est plus un adjectif, là, c'est un pronom. Parce que là, il s'agit du sujet de la phrase. This happened, c'est quoi? Quel est le sujet de this happened? This, mais this, ça va dire quoi? Vous comprenez, Niranjan? Oui, madame. Hein? Si vous dites that took place 10 years ago, quel est le sujet de la phrase? That. Mais that, ça veut dire quoi, that? Donc là, il faudra peut-être dire cet événement-là. Donc, ajouter événement-là, là. Vous comprenez? Pour rendre justement le fait que le sens de that. Est-ce que vous comprenez?
Madame, si on utilise this or that comme un pronom, après utilisant un nom qui le pronom remplace, donc c'est possible à comprendre. Mais si on utilise this and that sans des mentions des noms qui il remplace, donc ça sera difficile. C'est difficile, ce n'est pas facile. Je n'ai jamais dit que la traduction était facile. Je vous ai toujours dit depuis le début que la traduction est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Tant que vous n'avez pas maîtrisé vos langues de travail. Est-ce que vous comprenez maintenant? L'étude comparative de vos langues de travail vous aide à mieux comprendre la manière dont est structurée la langue cible. Et comment la langue cible est différente et doit être écrite différemment de la langue source. Vous ne pouvez pas faire un calque à chaque fois. Parce que si vous faites un calque, vous risquez d'arriver d'aboutir à une traduction littérale qui ne veut rien dire. Ou une traduction qui a totalement changé de sens. Alors, est-ce que vous comprenez maintenant ce que ça veut dire stylistique comparée? Est-ce qu'il y a des questions? Nous avons encore une demi-heure. Posez des questions, sinon je passe à la discussion pour essayer de vous expliquer d'une manière plus approfondie le fait que les langues sont différentes, que vous le veuillez ou non, que vous l'acceptiez ou pas, et qu'on les écrit différemment, on en parle différemment, elles sont toutes différentes. Oui, Niranjan. Madame, je ne comprends pas les mots charniers. Or, voici ce qui s'est passé. Les mots connecteurs, les mots logiques. Par contre, en conclusion, au début, ceci s'est passé. Comprenez? Oui, madame, oui. Oui? Vous les avez tous étudiés, j'en suis très, très sûre. Hein. Très sûre. Oui? Oui ou non? Oui, madame. Vous les connaissez. Vous les connaissez tous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Je vous laisse 2 minutes pour réfléchir. Et puis, je voudrais revenir en essayant de vous faire réfléchir un petit peu à propos des langues que vous connaissez. D'accord? OK. Revenons maintenant à la syntaxe et vos langues de travail. Nous avons discuté des genres déterminants, substantifs, verbes, adjectifs, adverbes, prépositions, conjonctions. Un petit peu, on a fait. Les mots charniers, mots d'exclamation, ponctuation, on a fait. Inversion, un petit peu. Mais les mots charniers, est-ce que ça existe dans vos langues? Madame, excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est charnier? Les connecteurs logiques. Ah, Or, par contre, au début, enfin, par la suite. D'accord. D'accord? Oui, Sunil. Madame, charnier, c'est un mot similaire. Quand je cherche, je trouve charnier, ça veut dire similaire à un autre mot. Les mots charniers. C'est conjonction, madame? Charnier, c'est... Non. Les mots charniers sont les mots qui sont des mots totalement de type très, très spécial qui expliquent ou explicitent la logique entre les phrases et les paragraphes. Je dis, aujourd'hui, il fait beau. Par contre, hier, il faisait très, très mauvais. Comprenez, il y a Au contraire, par contre, or, par la suite. Par la suite, je vais partir, je vais lire, je vais terminer ceci, par la suite, je vais faire cela. Donc, ce sont des mots qu'on appelle également les connecteurs logiques en français. Ça, oui. Adverbe du temps, tout cela?
Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi 2-3 mots à la fois. Hein. Par conséquent, on dit par conséquent pour terminer, pour que justement l'esprit français comprenne que bon, on va bientôt terminer. Sinon, ça va continuer. Maintenant, je vais commencer par ceci, ensuite, je vais parler de cela, puis de ceci, et enfin de cela. Je comprends maintenant le lien. L'esprit français a besoin de ces mots, ces connecteurs logiques. Connecteur logique, oui. D'accord, ça s'appelle également des mots charniers. Oui, d'abord, puis, et puis, enfin. Voilà. D'accord? C'est ça. Est-ce que cet esprit logique, ce besoin d'explicitation pour comprendre la logique entre les idées existe dans vos langues? Réfléchissez. Est-ce que vous pouvez dire, comme en anglais, on dit tout, on termine et c'est fini. Hein? Mais on ne peut pas le faire en français. En français, il faut dire d'abord, ensuite, puis, ensuite, après, à la fin, et pour conclure. Mais en anglais, on peut dire tout ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Est-ce que c'est mon connecteur logique? Est-ce que dans vos langues maternelles, est-ce qu'on ressent ce besoin de vraiment expliciter le lien entre les idées? J'en suis pas si sûre. Hein. Parce que je crois que c'est vraiment particulier à la langue française, mais je ne connais pas trop de langues. Pour moi, en Punjabi, non, pas du tout, on n'en a pas besoin. Mais pour vous, dans les autres langues, je n'ai aucune idée. Oui, Sunil. En Tamil, oui, ça existe. En Malayalam aussi, ça existe. Très, très intéressant. Quand on raconte une histoire aux enfants, chaque fois on utilise aprom, pinne, then another. Et puis is utilisé plusieurs fois. Ok. Anish? Madame, en hindi aussi, les mots existent. Les mots existent, mais est-ce qu'on ressent? Les mots peuvent exister, mais est-ce qu'on ressent cette nécessité de les dire pour exprimer ou expliquer le lien entre les idées? C'est ça que je vous pose, que je vous demande. Les mots existent, absolument, dans toutes les langues, mais on ne ressent pas le besoin de les utiliser à chaque fois pour expliquer le lien entre la première et la deuxième idée, ou la première, deuxième et troisième idée. Madame X, est-ce que vous pouvez donner un exemple? Je viens de vous donner un exemple. Aujourd'hui, je suis en train de faire une présentation et ce n'est qu'après que je n'aurai terminé que je vais sortir d'ici. En fin de soirée, je ferai ceci, cela. Et enfin, avant de m'endormir, je vais écouter une présentation à la radio. Oui, ça existe en Gujarati. Donc, vous avez besoin de dire ceci, cela, enfin, après et enfin. Oui. OK. Oui. D'accord. Oui, intéressant. D'accord. Oui, le bengali. Non, madame, ce n'est pas absolument nécessaire. Voilà. Merci, Niranjan. Merci. Donc, pour certaines langues, c'est absolument nécessaire. Pour d'autres, ce n'est pas. Lorsque vous traduisez du français vers l'anglais ou de l'anglais vers le français, faites très attention à ces mots. Par conséquent, est-ce que vous avez vraiment besoin de le traduire? C'est à vous de décider. Quelquefois, non. Or, ceci s'est passé. Or, c'était autre chose hier. Lorsque je traduis vers l'anglais, je ne traduirai pas or. Mais lorsque je traduis vers le français, si j'ai besoin de marquer l'opposition entre deux idées, il faudra absolument que je le mette. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelquefois, il faut absolument les utiliser, mais en traduction, ça c'est pour le français, en traduction vers l'anglais ou dans une autre langue, là,
faites attention. Est-ce que vous avez besoin de l'utiliser? Est-ce que cette langue-là sent la nécessité d'utiliser ce lien qui explique le rapport entre les idées ou non? Sinon, oubliez-le. Aucun problème. Compris? Est-ce que c'est clair ou non? Oui, madame, c'est clair. Bon, alors, une dernière question, parce que nous avons encore 20 minutes. Est-ce que la traduction est facile? Quels sont les différents aspects de la traduction auxquels il faut faire extrêmement attention? Maintenant, c'est à moi de vous poser les questions. Moi, je vais ne rien dire et c'est à vous de me répondre. Allez. Qui voudrait répondre? Quelqu'un commence? J'attends. La traduction pour vous, c'est quoi maintenant? Karishma. Madame, la traduction, c'est si on connaît ou si on soit, non, désolé, si on sait toutes les règles de la langue origine ou langue de travail et la langue cible, c'est très important. On doit connaître les deux langues. Sinon, il y aura des problèmes quand les lecteurs lisent le texte de traduction et le son change. Donc, il faut qu'on suit toutes les règles pour la traduction. On doit placer les verbes dans le... on doit placer les verbes, on doit conjuguer les verbes, on doit s'accorder, on doit changer les adjectifs selon les noms, on doit suivre toutes les règles pour faire la traduction. Oui, Ritwik? Madame, à mon avis, ce que j'ai compris, c'est traduction, ce n'est pas seulement traduire les mots, mais il faut comprendre le son derrière ça. Il faut comprendre la culture, l'histoire, le son, le symbole. Si on ne connaît pas le symbole et ne connaît pas le symbole et le son, l'histoire, ce n'est pas possible de le traduire exactement. Alors, l'histoire, ça dit quelque d'autre chose et on va parler quelque d'autre chose. Alors, c'est ce que j'ai compris. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Non? Ok, dans ce cas-là, c'est à moi de vous poser une dernière question. Est-ce que votre perception de la traduction a changé ou non? La manière dont vous avez perçu ça. Oui, Ritwik. Oui, madame, absolument. Avant, j'ai compris que traduction, c'est seulement traduire la langue. Alors, mot à mot. Et avant de commencer, si je donne mon exemple personnel, avant de commencer le cours de master en français, j'utilisais beaucoup le Google Translator pour la traduction, mais après ça, j'ai compris que c'est pas suffisant. Il faut comprendre beaucoup, il faut comprendre le son. Et puis, j'ai commencé d'utiliser les utiles comme wordreference.com et d'autres. Alors, ma compréhension est absolument changée. Merci. Merci, Ritwik. Les autres. Sunil. Oui, madame, c'est tout à fait. C'est un travail très professionnel. Et après avoir appris des choses, des méthodes, des aspects de comment on doit traduire, c'était devenu plus... je suis devenu très attention avant de faire quelque chose maintenant. J'essaie de traduire facilement, moi je pensais avant. Facilement, moi j'essaie de traduire le tamoul
quelques poèmes de français-anglais et français-tamoul. Mais maintenant, j'apprends beaucoup de techniques. Comment on doit appliquer, puis vérifier. Puis il y a plusieurs doutes maintenant que je vais demander dans quelques jours parce que quand je commence à faire, je ne connais pas comment vérifier est-ce que c'est vrai et ça c'est exact. Maintenant, j'ai des ressources, je comprends comment je dois vérifier mon travail. Et c'est un travail très professionnel d'après moi. Donc, votre perception a changé complètement. Complètement changé. Peut-être J'en plus. suis contente. J'en suis contente. J'ai dit. Allez-y. Moi aussi, c'est la même chose. Moi, ma perception a complètement changé. Avant, juste pour pratiquer le français, j'essaie de prendre quelques textes et traduire en français. Mais beaucoup de fois, je fais mot à mot, c'est ce que je fais toujours. Et maintenant, je comprends le texte que j'ai traduit. Il y a toujours la lacune qui existe. Et maintenant, je comprends pourquoi. Donc, là, maintenant, vous n'allez pas traduire de la même manière, j'espère. Hein? Vous allez traduire plus correctement. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci beaucoup, Lydie. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire, qui voudrait nous expliquer si leur perception a changé depuis le début de ce cours en traductologie? La perception de la traduction. La manière dont vous avez perçu la traduction au début et que vous le percevez maintenant, à la fin. Personne? Oui, Darshini, allez-y. Madame, tout d'abord, je veux dire un grand merci à vous parce que au début, quand je traduisais un texte ou une phrase, pour moi, c'était mon gourou Google Translate. Mais avec les techniques qu'on a appris, les différentes méthodes, c'est complètement différent. Maintenant, j'analyse le texte et puis je fais la traduction. Merci, merci Darshini de vos mots très très aimables. Je suis extrêmement contente si c'est le même pour le reste. Je ne sais pas. Je l'espère en tout cas parce que vous ne levez pas la main, vous ne voulez pas parler. En tout cas, je l'espère que en effet votre perception a changé et que vous comprenez maintenant que vous pouvez également expliquer aux gens qui viennent vous dire « Allez, traduction, je connais les langues, je peux tout faire ». Qu'est-ce que vous allez leur dire? Qu'est-ce que vous allez leur dire à ces personnes-là? La traduction, c'est facile comme tout. Hein? Je connais les langues, tu me les passes. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Tout d'abord, il faut comprendre le sens du mot. Qu'est-ce de la langue cible? Non, madame, la traduction n'est pas facile. Il faut comprendre le sens, la signification, le verbe, la place, la structure et la forme active-passive et beaucoup d'aspects et le message est différent qu'on lit et en réalité et même ou non. Et, oui, il y a beaucoup de choses. La traduction n'est pas facile. Je pense que je vais relire ces dernières unités une autre fois pour améliorer ma traduction. Et merci à vous, madame. Je vous remercie à vous tous de... Oui, Reddy, vous vouliez dire quelque chose avant comme je ne termine mes cours? Allez-y. Oui, je vais revoir mon assignment de 003 parce que j'ai fait avant un mois et je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs et je vais refaire. Refaites-le, vous aurez sûrement une meilleure note parce que maintenant vous avez compris la manière correcte de le faire.
Lorsqu'on m'avait dit tout au début, on vous avait donné ces projets, je me posais la question justement, il ne faudrait pas le donner maintenant parce qu'ils ne savent rien. Il faudrait mieux qu'ils attendent, mais en tout cas, refaites-le. Ça sera mieux pour vous. Et je vous remercie énormément de tous vos remarques très, très gentilles. J'espère, en fait, que j'ai réussi à vous faire comprendre que la traduction n'est pas facile et j'espère que vous saurez aussi le dire à tous ceux qui disent « c'est facile comme tout. » Eh ben non, vous ne pouvez pas le faire. Je regrette. D'accord? Parce que moi, j'ai compris. Ça? Oui? Alors, bonne chance et bonne continuation pour vos études et on se revoit maintenant l'année prochaine pour la deuxième année. D'accord? Merci beaucoup, madame. Allez, au revoir à tous et bon fin de week-end. Merci, madame. Excusez-moi, s'il vous plaît, toutes mes fautes. Hein. J'ai la tête très lourde aujourd'hui. Hein. D'accord? Vous êtes très professionnel, madame. Allez, au revoir. Et Au revoir. bonne continuation. Bonne journée. Au revoir.